Bonjour à tous. Merci d'être là en ligne et en présence ici au QG. C'est la première fois pour moi. Beaucoup d'entre vous aussi, c'est la première fois. On est tous là. On a réussi à trouver la salle. Donc, il fait plaisir d'introduire la professeure Bérénice Benayoun. Je vais te présenter Bérénice. Les gens ne te connaissent pas, mais en fait, il faut savoir que je connaissais Bérénice avant de l'inviter. En fait, on a fait notre doctorat ensemble à Paris, à l'Institut Cochin. Elle a fait. Ben non, on cache des choses. Donc, en fait, Bérénice a fait un master et un doctorat en génétique à l'Institut Cochin. Et suite à ça, elle a fait son stage postdoctoral aux États-Unis à Stanford, dans l'équipe de la professeure Anne Brunet, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur le vieillissement. Donc, son intérêt pour le vieillissement date d'il y a très, très, très longtemps. Et suite à ça, elle a ouvert son laboratoire à l'Université de la Caroline du Sud. Californie. Californie, j'ai dit quoi? Caroline. Ah non, non, oui. Californie du Sud. Dans l'université, il y a aussi une école de gérontologie, Leonard Davis. Donc, elle a ouvert son laboratoire il y a 8 ans et je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous donner une overview de tout ce que tu as fait dans ton laboratoire. Peut-être pas tout, mais ouais. Je voulais aussi mentionner que je ne vais même pas tout mentionner, c'est quand même une liste impressionnante, son CV là. Depuis qu'elle a ouvert son laboratoire, elle a reçu 16 prix majeurs de différentes sociétés, dont, alors je vais regarder mes notes, je n'ai pas besoin encore de lunettes, ça va. Elle a eu le prix Nathan Schock pour le New Investigator Award, ça a été pour la Société de gérontologie américaine. Tu as eu aussi le prix Rising Star in Reproductive Biology. Tu as eu le prix Vincent Cristofalo, Rising Star Award, ça c'est de la Fédération américaine de la recherche sur le vieillissement, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment honoré parce qu'elle va nous ouvrir un peu l'œil et les esprits par rapport à la recherche qu'elle fait sur différents organismes et pourquoi inclure le sexe dans les recherches est vraiment très important. Donc, Bérénice, merci encore d'avoir fait le déplacement de Los Angeles pour nous. Et en plus, le petit privilège, c'est que ça fait 15 ans qu'elle n'a pas présenté en français. Donc, ça va être le double challenge aujourd'hui, c'est de le faire. Soyez gentil avec moi. Donc, j'ai plus besoin de prendre le micro, c'est ça, Catherine? Regardez pour les questions. Ok, parfait. Merci. Merci. Merci Benoît. Je me rappelle, voilà, il y a quelques mois, peut-être quasiment un an, tu m'as envoyé un email pour me demander de venir parler, donner le symposium hier. Et puis après, tu m'as dit, bon, mais est-ce que tu voudrais aussi bien donner un talk grand public? Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur d'expliquer la recherche et d'expliquer pourquoi c'est important de faire la recherche qu'on fait au grand public. Donc, c'était une évidence de dire oui. Donc, j'espère que ça va être intéressant pour vous ce que j'ai à dire. Je ne vais pas juste parler de ce que je fais, je vais parler du contexte de ce qu'on sait et pourquoi mon labo est intéressé sur les thématiques de différence liées au sexe biologique dans le vieillissement et pourquoi ça devrait être un problème de santé publique que tout le monde devrait prendre à cœur d'un certain point. Et donc, aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est vraiment ce que je considère l'angle mort de la géroscience, c'est de considérer les différences liées au sexe. Alors, par rapport au vieillissement, c'est quelque chose où, si vous êtes comme moi, avant de tomber dedans, on se dit tous que c'est quelque chose d'inévitable, que c'est probablement quelque chose qui est juste de la perte fonctionnelle. De la même façon, vous achetez je sais pas, un ordinateur, vous savez qu'au bout d'un moment, il va plus fonctionner aussi rapidement, il va commencer à tomber en panne, et tout le monde se disait pendant très longtemps que le vieillissement, c'était pareil, que c'était pas quelque chose d'intéressant de façon biologique, jusqu'aux travaux de quelqu'un qui s'appelle Cynthia Kenyon, qui a montré qu'en mettant une mutation dans un gène, elle pouvait voir un doublement de la durée de vie d'un petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans. Et après ça, en fait, les gens se sont rendus compte que le vieillissement est un processus régulé, ce qui rend l'étude du vieillissement importante, puisque avec les progrès de la médecine, maintenant on a des durées de vie qui sont dans les 80 ans pour les hommes et les femmes. Mais malheureusement, avec le vieillissement, viennent beaucoup de maladies chroniques, le diabète, Alzheimer, ostéoporose, etc. Et donc, ça devient un vrai problème de santé publique, de non seulement faire vivre les gens plus longtemps, mais aussi d'augmenter la durée de vie en bonne santé. Parce que le but, ce n'est pas d'augmenter la durée de vie quand on est complètement diminué, c'est d'augmenter les années qu'on passe en bonne santé. Donc, dans ce contexte-là, à nouveau, je pense qu'on a fait des progrès sur la compréhension du vieillissement en général, mais on a encore beaucoup de problèmes sur l'idée, à nouveau,
de l'impact du sexe biologique. Et ce n'est malheureusement ça, pas seulement un problème de vieillissement, mais c'est un problème général, avec des conséquences spécifiques pour le vieillissement. Alors ça, c'est quelque chose, je pense que tout le monde sait d'une façon ou d'une autre, c'est de la culture générale. Les femmes, en général, vivent plus longtemps que les hommes. Alors, vous avez probablement entendu cette phrase avant, mais donc ça, c'est des données pour tous les pays qui sont suivis dans le monde entier. Vous pouvez voir la durée de vie des hommes, la durée de vie des femmes, et normalement, si tout le monde était à peu près pareil, ce serait sur cette ligne-là. Mais vous voyez que partout, les points sont au-dessus de la ligne, ce qui veut dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, quelle que soit la durée de vie. Donc, dans des pays en développement où on a une durée de vie beaucoup plus courte, 55 ans, 50 à 60 ans, vous voyez, c'est le cas. Et dans des pays développés, on a accès à de la médecine de pointe, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, c'est aussi le cas. C'est quoi qu'on fasse, il y a toujours un avantage, entre guillemets, biologique avec les femmes qui vivent plus longtemps. Alors, à ce moment-là, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui disent « Ok, mais alors qu'est-ce qu'elle nous gonfle avec son angle mort? Les femmes vivent plus longtemps. C'est pas grave si on les étudie pas, elles vivent déjà plus longtemps. » Ouais, le problème, c'est que c'est pas que ça. Les femmes, oui, vivent plus longtemps, mais elles vieillissent en beaucoup moins bonne santé. Il y a une fragilité biologique différente. Donc, les chercheurs en biologie du vieillissement ont créé cette mesure un peu intégrative qui s'appelle la fragilité, qui mesure la densité osseuse, le muscle, la capacité à bouger, l'indépendance. On appelle ça la fragilité, frailty en anglais. Et quand on mesure ça, un nombre plus haut, c'est pas bon. Quand on mesure ça, femme en rouge, homme en bleu, c'est des données humaines. Vous pouvez voir que déjà, même à 57 ans, les femmes sont déjà au-dessus en fragilité. Ça augmente avec l'âge et vous pouvez voir que les courbes se séparent avec les femmes qui ont une accélération de cette augmentation de fragilité biologique très rapide pendant le vieillissement. Et donc, oui, les femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent en beaucoup moins bonne santé. Alors, à quoi ça pourrait être dû de ça? Parce qu'on peut se demander pourquoi on aurait cette durée de vie en moins bonne santé. On peut quasiment tout ramener, tous ces problèmes, à la ménopause. Alors, il y a cette idée, j'ai envie de dire, dans la doxa, que la ménopause, c'est un problème de fertilité, que de toute façon, on ne veut pas, et je cite ce qu'on m'a dit, parce que j'ai fait ma thèse sur la génétique de la ménopause, et je me rappelle quand je parlais à ma grand-mère à l'époque, qui me disait, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, on ne veut pas que les femmes aient des enfants qu'à 70 ans. Mais ce n'est pas que ça, la ménopause. C'est-à-dire qu'on le réduit beaucoup à un problème de fertilité, mais la fonction ovarienne n'est pas qu'une fonction de fertilité. On sait, donc ça c'est des données à nouveau épidémiologiques, qu'une ménopause plus tardive est associée à une plus longue espérance de vie. Donc le plus tard la ménopause a lieu, en moyenne dans les pays développés, la ménopause a lieu à peu près à 51 ans, mais l'âge à la ménopause a une très grande distribution. Le plus jeune qu'on considère encore normal, non pathologique, c'est 40 ans. Le plus vieux qui a été décrit, à nouveau pas pathologique, 65 ans. Donc il y a une très grande plage de possibilités. Et à nouveau, à chaque fois qu'on bouge l'âge de la ménopause, on augmente la durée de vie. C'est pas que la durée de vie, c'est aussi cette fragilité dont je vous ai parlé. Au moment de la ménopause, enfin avant d'être ménopausée, les femmes ont un risque de toutes ces maladies chroniques dont on a parlé, qui est très inférieur aux hommes au même âge. La ménopause arrive et dans les 5 ans après la ménopause, les femmes tendent à avoir des risques 2 fois supérieurs aux hommes au même âge pour toutes ces maladies. Et donc c'est ce qui est montré ici sur ces données pour les démences. Vous pouvez voir que au début, quand on est à l'âge de la ménopause, c'est à peu près un risque 1. Mais après, quand on pousse l'âge à la ménopause, le risque pour toute la vie de développer une démence, vous pouvez voir que ça descend. Et donc, ce n'est pas que ça, c'est aussi le cas, pour les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose, etc. Donc, la ménopause, on pense, d'un point de vue biologique,
à toutes ces conséquences de vieillissement accéléré chez les femmes. Donc ça, c'est un espèce de, on va dire, résumé dans une review qu'on a écrit il y a quelques années, où en gros, on voit que avant la ménopause, où on a beaucoup d'oestrogènes en circulation, le risque d'Alzheimer est plus bas, la quantité de matière, de substances blanches dans le cerveau, donc les neurones, il y en a plus, il n'y a pas autant de problèmes d'humeur. Au niveau de squelettique, il y a moins de risques de fractures, il y a moins d'ostéoporose. Et au niveau cardiovasculaire, en général, la tension artérielle est plus basse, moins de cholestérol, moins de risque de crise cardiaque. Après la ménopause, ça s'inverse complètement. Et malgré, j'ai envie de dire, une étude très très mal designée, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une grosse étude aux États-Unis qui a été faite il y a une vingtaine d'années, Women's Health Initiative, où en gros ils ont testé l'effet de la thérapie hormonale de substitution sur toutes ces choses-là. Et donc l'idée c'était, puisqu'on connaît ces associations, si on remet les hormones, on va améliorer les choses. Ce que vous savez peut-être, c'est que cette étude a été terminée prématurément. Parce que ils se sont rendus compte qu'ils voyaient plus de cancers chez les femmes qui étaient sous la thérapie hormonale de remplacement. Mais le problème, c'est que cette étude était designée absolument n'importe comment. Ils ont considéré dans le recrutement que des femmes ménopausées depuis plus de 20 ans, c'était la même chose que des femmes ménopausées depuis 2 ans ou 3 ans. Et donc, c'est ignorer complètement la biologie des oestrogènes, où on sait que la capacité à répondre aux oestrogènes est directement liée à l'expression de certains récepteurs qui est régulée elle-même par l'exposition aux oestrogènes. Et donc, quand l'exposition aux oestrogènes est interrompue, la capacité à répondre correctement aux oestrogènes est elle aussi perdue de façon irréversible. Et donc, il y a eu... c'est une bonne chose. Il y a eu des efforts de réanalyser les données de cet essai clinique et ils se sont rendus compte que tous les cas de cancer, donc ce qui a mené à l'arrêt prématuré de l'essai clinique, tous les cas de cancer étaient chez des femmes qui étaient ménopausées depuis plus de 15 ans. Aucun cas chez les femmes ménopausées depuis moins de 5 ans. Et tous les bénéfices auxquels on s'attendait sont observés quand on regarde une thérapie hormonale substitutive initiée juste au moment de la périménopause, justement. Donc, c'est vraiment une idée qu'il n'y a déjà pas beaucoup de travail, mais en plus, le travail qui a été fait n'est pas forcément bien fait, puisqu'il y a beaucoup de méconnaissance de biologie de base sur ces thématiques reliées à la santé des femmes. Et donc, vraiment, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la ménopause, c'est vraiment l'événement le plus important pour la santé des femmes. Et donc, quand j'entends des femmes qui disent « Ah là, je n'ai qu'une hâte, c'est de plus avoir mes règles », j'ai envie de leur dire « Non, peut-être, peut-être n'est pas tant hâte que ça. » Donc, voilà, ça a des conséquences très importantes. Alors après, quand on regarde pas nécessairement d'un point de vue de maladie, mais dans la recherche sur le vieillissement, une des choses qu'on essaye de faire, c'est de voir si on peut trouver des interventions qui pourraient augmenter non seulement la durée de vie, mais aussi la durée de vie en bonne santé. Et donc, aux États-Unis, ils ont cet effort préclinique depuis 10-15 ans qui s'appelle le NIH Intervention Testing Program, où ils testent des interventions potentielles sur la durée de vie de souris génétiquement hétérogènes dans 3 différents sites. C'est super rigoureux, super bien fait. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils testent des médicaments qui sont déjà approuvés pour d'autres applications, mais dont, puisqu'on sait leur mode d'action, on a des raisons de penser que ça pourrait agir sur des voies qui sont dérégulées pendant le vieillissement et potentiellement changer la trajectoire de vieillissement. Alors ça, c'est une diapo que j'ai de Jim Nelson du Barshop Institute, qui fait partie de cet effort. Et ce que je veux montrer ici, qui est un problème qui devrait rendre tout le monde... ce qui devrait stresser tout le monde, pas que les femmes, c'est que quand ils testent ces interventions,
En gros, sur les 9 interventions qui ont été montrées comme ayant un effet significatif sur le taux de vieillissement chez la souris, il y en a 7 sur les 9 où ça marche presque que chez les mâles. Pour le captopril, ça marche un petit peu chez les femelles, mais c'est du 5%, donc c'est un peu trop faible pour qu'on y croie. Mais globalement, la majorité ne marche ou que chez les mâles, ou vraiment beaucoup mieux chez les mâles que chez les femelles. Et il y a 2 interventions. Celle-là, à nouveau, c'est un effet très petit. Donc c'est surtout la rapamycine qui marche bien mieux chez les femelles que les mâles. Mais donc on a cette espèce de déconnexion où on se dirait que si on comprend bien le vieillissement et qu'on comprend le vieillissement pour tout le monde, les interventions qu'on met en place devraient marcher pour et les mâles et les femelles, et ça n'est pas le cas. On a cet excès de succès chez les mâles. Alors, la question ici, c'est pourquoi? Pourquoi on a cet excès qui nous donne tous ces médicaments qui marchent bien sur le taux de vieillissement des mâles et on n'a pas ça du côté femelle. Alors, pourquoi? Une grande raison, la raison la plus probable, c'est qu'en 1977, la FDA, qui est l'agence d'autorisation des médicaments globalement aux États-Unis, a mis une interdiction de mettre des femmes dans les essais cliniques. Et ça venait d'une bonne intention, parce que dans les années 1970, il y a un médicament qui s'appelle le thalidomide, qui avait été utilisé notamment sur des femmes enceintes, qui a créé des malformations fœtales horribles. Et donc, il y a eu cette espèce de réaction un peu trop exagérée, où ils se sont dit, si on ne sait pas ce que fait un médicament, ça va probablement créer des problèmes sur des grossesses. Donc, on va juste pas permettre aux femmes d'être dans les essais cliniques, parce que les femmes, elles sont toujours présumées enceintes, parce qu'on on ne sait pas s'empêcher d'être enceinte, apparemment. Donc, voilà, en 1977, interdiction complète. Et cette interdiction n'a pas été réversée avant le milieu des années 90, en 1993, où on est passé d'une interdiction complète à une autorisation partielle, où en gros l'idée c'était on va le permettre, mais c'est à la discrétion des scientifiques qui designent les essais cliniques, de décider si oui ou non ils incluent des femmes. Et à nouveau, plus récemment, dans les années 2015, ils se sont dit, OK, bon, il faut quand même commencer à intégrer des femmes, mais on n'a pas besoin de le faire à tous les stades des tests des médicaments. Donc ça, c'est un gros problème. Pourquoi? C'est un gros problème parce que cette sous-représentation crée des problèmes d'adaptation des traitements aux patients. Donc ça, c'est des données par rapport aux maladies cardiovasculaires. Vous pouvez voir en saumon, là, c'est la proportion des femmes dans les patients pour ces maladies cardiovasculaires. Et en rouge, c'est la proportion des femmes qui sont dans les essais cliniques pour ces médicaments. Alors oui, vous vous direz, bon, 25%, ça va, c'est pas terrible. À nouveau, le problème, c'est que ça, c'est quand on regarde phase 1, 2, 3, mais que quand on commence à séparer sur les différentes phases des essais cliniques, la majorité des problèmes vont être en phase 1. Alors, pourquoi ça, c'est un problème? Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment les essais cliniques sont faits, en fait, on ne va pas commencer à donner un médicament à des centaines de milliers de personnes avant de savoir si potentiellement ça pourrait avoir des effets négatifs. Donc, il y a une première phase qui est la phase 1, qui est une phase de toxicité, où on prend des gens en bonne santé et on leur donne différentes doses du médicament, généralement dérivées de données précliniques où on a des idées de ce sera probablement ça la zone qu'on veut tester. Et on regarde effets secondaires et ce que les patients rapportent. La majorité des médicaments qui rentrent en essai clinique vont, comment dire ça en français, vont échouer, merci, vont échouer en phase 1. Donc ça veut dire que la majorité des médicaments, quelque chose comme 70-80%, que les compagnies pharmaceutiques vont rentrer en essai clinique, 80% d'entre eux vont être éliminés de l'essai clinique en phase 1. Phase 2, c'est la phase qu'on appelle la phase de dosage. C'est le moment où maintenant on sait si c'est toxique ou pas. On va tester plusieurs doses pour voir quelle est la dose dont on pense qu'elle va être la plus efficace pour traiter
la maladie qu'on essaye de traiter. Et la phase 3, c'est la vraie phase d'efficacité, où on regarde vraiment est-ce qu'il y a des effets statistiquement significatifs sur la maladie. Alors, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il va y avoir un gros problème ici, parce qu'on fait échouer la majorité des médicaments en phase 1. Et la phase 1, ici, à nouveau, ça s'est agrégé sur tous les essais cliniques, y compris sur les essais cliniques pour le cancer du sein, pour l'endométriose. Et donc, ça, c'est plus haut que ça ne l'est réellement si on regarde sur des maladies qui n'ont pas ce biais sexué. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Ah oui, je vais sauter. Non, je reviendrai après. Donc ça, c'est un problème. Rappelez-vous, on a ce problème où les phases de dosage et de toxicité sont faites majoritairement chez les hommes. On a aussi un problème avant la recherche clinique. Au niveau préclinique, je vous ai dit dans les années 2015, le NIH a dit OK, et d'après ce que je discutais avec Benoît, l'équivalent canadien l'a fait aussi. Faut arrêter de regarder que les mâles, faut regarder les individus, enfin les animaux ou les individus des deux sexes en recherche, même préclinique, pour comprendre cette biologie. Et donc les gens écrivent leur demande de financement. Et parce qu'ils veulent avoir leur financement, ils disent oui, on va regarder les femelles et les mâles. Mais Carmody et al., ils ont regardé les publications financées par le NIH après la mise en place du mandat et ils ont regardé ce que les gens font en pratique. Parce qu'on dit qu'on va faire quelque chose, mais on ne fait pas exactement toujours ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et vous pouvez voir qu'en fait, la majorité ne fait pas les deux sexes. Donc, 41%, vous pourrez se dire, c'est pas si terrible que ça. Donc, OK, 41%, 41%. Oui, le problème, c'est que, oui, 41%, mais que quand on regarde ces 41%, ceux qui reportent leurs résultats en séparant les données des femelles et des mâles, bah, c'est moins de la moitié. Donc, en fait, ça nous met à moins d'un quart des études précliniques où non seulement les deux sexes sont regardés, mais aussi où on a les résultats, où on nous les montre comme étant pas femelles ou mâles. Pourquoi c'est un problème? Parce que quand on a énormément de données et qu'on mélange tout, il se peut que l'effet soit médié seulement par un des deux sexes. Donc ça, c'est encore un problème malgré les mandats. Et la même étude n'a pas été faite pour les financements canadiens, mais je suis sûre que ce serait similaire de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup d'excuses qu'on entend quand on parle aux scientifiques qui font ça. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand je parle aux gens et que je leur demande « mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ?» J'entends des excuses comme ça coûte trop cher de faire les deux. Les données de femelles, c'est trop variable, parce que les cycles, c'est trop variable. C'est pas vrai. On a des données qui montrent que ça n'est pas vrai. Et mon excuse favorite, je vous la traduis, c'est une vraie phrase qui m'a été dite par quelqu'un de très établi dans le domaine. De toute façon, les femelles, c'est pareil que les mâles, mais avec des hormones en plus. Et donc, avec cette mentalité, on ne va pas vraiment avoir de capacité à comprendre ces différences. Pourquoi? À nouveau, tout ça, ça nous amène à une situation de problème. Une fois que les médicaments arrivent sur le marché, donc les médicaments en général, on va les découvrir dans les labos en recherche préclinique. Les meilleurs résultats précliniques vont amener à des essais cliniques de phase 1, puis de phase 2. On arrive à la phase 3, peut-être que ça y est, on commence à inclure les femmes parce qu'on est obligé. Mais on n'est pas obligé de rapporter les résultats séparés, femmes et hommes, même pour les essais cliniques de phase 3. Mais par contre, une fois qu'un médicament est sur le marché, quand des effets secondaires sont rapportés, ils doivent être enregistrés. Et donc, quand on regarde ce qui est enregistré, il y a 2 fois plus de risques d'effets sévères graves chez les femmes, une fois que les médicaments vont sur le marché, comparé aux hommes. Ça n'est pas le monopole d'un problème des États-Unis. Vous pouvez voir, le Canada est aussi un problème. C'est vu partout dans le monde où il y a beaucoup plus de ces effets secondaires graves chez les femmes que chez les hommes quand les médicaments arrivent sur le marché. Il y a aussi une plus grande proportion de patients femmes qui rapportent n'avoir aucun bénéfice de ces médicaments.
Et donc, avec des collègues à moi dans le domaine, on a écrit un papier d'opinion l'an dernier où on pense que tous les médicaments qui sont sur le marché devraient avoir ce qu'on appelle un avertissement de boîte rose, parce que ça n'a pas été testé correctement chez les femmes, donc on ne sait pas si c'est bon ou si c'est même potentiellement néfaste. Donc ça, c'est quelque chose que ça devrait énerver tout le monde, parce qu'on a un vrai problème de santé publique où on ne fait pas attention à l'efficacité et surtout le manque d'effets nocifs sur la moitié de la population. Ça devrait énerver tout le monde, ça ne devrait pas m'énerver que moi. Pourquoi ça va être le cas? Quelles sont les raisons pour lesquelles les médicaments ne vont pas marcher de la même façon? Quasiment 90% des médicaments qu'on connaît, qui sont sur le marché, sont tous dégradés de la même façon, par la même voie dans le foie, par une famille d'enzymes qui s'appelle les CYP450, qui en gros vont détruire tout ce qu'elles considèrent comme étant des molécules potentiellement néfastes. Votre corps, il ne sait pas que c'est un médicament, ça a juste l'air de quelque chose de bizarre, donc il faut le détruire. Ça s'appelle donc la détoxification. Et donc, quand votre docteur il vous dit prenez votre médicament tous les matins avec votre petit déjeuner, c'est parce que ça tient en compte que dans les 24 heures précédentes, le médicament, la dose précédente que vous avez prise, et on assume qu'elle va être dégradée complètement avant que vous preniez la prochaine dose. C'est comme ça qu'on décide des dosages des médicaments. Il se trouve que les niveaux de ces enzymes CYP450 dans le foie, elles sont extrêmement différentes entre les femmes et les hommes, les femelles et les mâles. Et donc la demi-vie des médicaments dans le corps n'est pas du tout la même chez les femmes et chez les hommes. Et donc c'est un problème parce que ça veut dire que les effets secondaires néfastes qu'on observe à nouveau chez les femmes, rappelez-vous, les études de dosage que chez les hommes, on peut demander à des femmes de prendre une dose tous les matins en assumant bah ouais, tout aura été détruit, mais en fait non. Et donc on va avoir des surdoses chroniques parce que c'est pas détruit à la même vitesse. Et donc ça va être le cas des effets sévères graves. Ou on va avoir une destruction du médicament beaucoup plus rapide. Et c'est là où on va avoir les cas des femmes qui rapportent aucun bénéfice du traitement parce qu'il n'y a pas assez de niveau du médicament. C'est une des parties. L'autre partie, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui agissent aussi sur des cibles moléculaires spécifiques qui sont aussi pas exprimées au même niveau chez les femmes et les hommes. Et donc, la quantité de médicaments dont on a besoin pour avoir une inhibition ou une activation d'une de ces cibles ne va pas être la même. Donc, ça, c'est les problèmes purement, j'ai envie de dire, de biochimie. Mais après, il y a aussi des différences immunitaires entre les femmes et les hommes. Je vais vous donner une petite vignette du travail qu'on fait dans mon labo de ce côté-là. Mais il y a aussi des différences environnementales chez l'humain, puisque aussi, par exemple, les femmes vont avoir tendance, je dis bien statistiquement, par exemple, à utiliser plus de cosmétiques, à mettre du vernis à ongles, et donc elles vont être exposées à des molécules et des toxines potentiellement différentes qui peuvent interférer avec les médicaments de façon différente. Et donc tout ça, ça nous met dans une situation où toute la pipeline de développement des médicaments, donc pour les maladies normales, mais aussi pour le vieillissement, on a un biais qui commence au niveau des études précliniques, où on a ce surrecrutement des mâles, parce que ça rend les données plus propres. On fait des essais cliniques où on évite les femmes parce qu'elles ne savent pas s'empêcher d'être enceintes, donc on ne veut pas risquer d'avoir des monstres. On reporte les données sans dire quels sont les effets chez les femmes et les hommes séparément. Et ce à quoi on arrive, c'est manque d'efficacité et toxicité chez la femme. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et je pense que plus les gens le savent et plus on risque d'avoir un changement d'attitude. Et la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas qu'un problème de femmes, c'est que si on y réfléchit, il y a aussi probablement beaucoup de choses, puisqu'on ne connaît pas les différences entre les hommes et les femmes. Si on comprenait ces différences, on pourrait probablement avoir plus de ce qu'on appelle dans le domaine la médecine de précision ou la médecine personnalisée, parce qu'en agrégeant toutes les données, on manque beaucoup de différences biologiques qui pourraient aider tout le monde si on les comprenait. Donc, c'était pour ça que je voulais faire cette introduction, pour vraiment éveiller le public sur quelque chose qui, je considère, est un gros problème, une grosse injustice et un gros problème de santé publique. Alors, tout ça, c'est un peu le contexte de pourquoi mon labo travaille ce sur quoi on travaille. Ouf.
je vais juste tout mettre parce qu'on dirait que les animations n'ont pas marché. Donc, dans mon labo, on essaye de comprendre le vieillissement dans ce qu'on appelle des modèles vertébrés. On utilise la souris comme un de nos modèles principaux. On utilise un petit poisson qui a une durée de vie très courte, donc ça nous permet de faire des essais très rapidement. Et à nouveau, le but, c'est de pouvoir appliquer tout ça à l'humain. Donc, quand on peut, on utilise des données ou des échantillons humains. On regarde des organes ou des tissus, des types cellulaires dont on sait qu'il y a des problèmes fonctionnels avec le vieillissement. Donc ça, ce sont des cellules immunitaires qui s'appellent des cellules immunitaires innées, dont on sait qu'elles ont des problèmes avec le vieillissement. On regarde bien sûr le cerveau, tout le monde sait, Alzheimer, etc. Le plus gros risque, c'est le vieillissement, donc comprendre ça, c'est important. Et maintenant que je vous ai expliqué l'importance de la ménopause, je suis sûre que vous pouvez comprendre pourquoi on est intéressé sur le vieillissement des ovaires, parce que ça a des impacts systémiques. Et donc avec tout ça, on utilise une approche qu'on appelle une approche multi-omique, où on regarde vraiment les profils moléculaires sans aucun a priori pour voir qu'est-ce qui change avec le vieillissement, à quel point c'est influencé par le sexe, femelle versus mâle, et d'essayer d'utiliser ça pour corriger des problèmes fonctionnels au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, avec l'idée de pouvoir ensuite mettre au point des traitements qui marcheraient au niveau de l'organisme. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter juste 2 courtes vignettes de ce que fait mon labo dans ce contexte. Donc les 2 vont être chez la souris. La première, où je vais vous parler un petit peu des différences de l'effet du vieillissement sur les macrophages chez les femelles et les mâles. Et la deuxième, où je vais un papier qu'on a publié la semaine dernière, où on a trouvé une communication entre le microbiote intestinal et la fonction ovarienne qui pourrait être utilisée à nouveau cliniquement de façon ultime pour essayer de repousser les problèmes liés à la perte de fonction ovarienne. Alors la première vignette, c'est donc ce travail sur les macrophages. Et je veux dire qui a fait le travail. 2 étudiants en thèse dans mon labo, Ryan Liu et Sky Chan, très talentueux, qui ont fait donc la majorité de ce travail. Alors, je sais que ça a l'air compliqué. Ne vous inquiétez pas. Je veux juste introduire le type de cellule qu'on regarde et d'où elle vient. Donc, il y a une cavité, la cavité qu'on appelle la cavité péritonéale, qui est en gros la cavité qui est dans le ventre, là où il y a tous les viscères qui baignent, donc les intestins, le foie, tout ça baigne là-dedans. Et donc, il y a un système immunitaire qui est en patrouille autour de ces organes en permanence. Et donc, ça s'appelle la cavité péritonéale, et il y a toutes les cellules immunitaires que vous pouvez connaître, les lymphocytes, les macrophages, qui se baladent là-dedans en permanence. Et donc, c'est un système qui est très accessible et qui peut nous permettre, on peut regarder à un état sans infection, comment ces cellules immunitaires sont impactées en fonction de l'âge et en fonction d'autres événements, comme quelque chose comme une péritonite. Et donc, c'est facile d'accès, donc ça nous permet de faire des études plus facilement. Et donc, on utilise des souris. J'aurais dû essayer de demander au public, maintenant c'est trop tard, j'ai mis des spoilers. Si vous saviez combien de temps vit une souris, mais peut-être que je peux le demander. Est-ce que quelqu'un a une idée combien de temps ça vit une souris? Non, bah, elle serait toute morte. Elle serait toute morte. Les souris en laboratoire, donc avec les vétérinaires qui sont là, etc., ça va vivre à peu près 3 ans. Donc, vous pouvez voir que même si c'est court, si c'est un animal de compagnie, 3 ans, c'est trop court. Dans le labo, 3 ans, c'est un peu long. Tout est relatif. Mais donc, ce qu'on regarde ici, c'est un âge pour les jeunes animaux, 4 à 5 mois. Ça va correspondre au statut hormonal et développemental d'un humain de 18 à 20 ans. Pour les animaux vieux, on utilise 18 à 20 mois. Ça va correspondre au statut hormonal et développement à du 60 à 65 ans. Alors peut-être certains d'entre vous se demandent pourquoi on s'arrête là. En général, en biologie du vieillissement, on veut vraiment comprendre l'effet à la population. Je vous ai dit la durée de vie, c'est 3 ans pour celle qui vit le plus longtemps. Mais en moyenne, c'est plus court.
Et puisqu'on veut voir le vieillissement au niveau de la population, on va généralement considérer quelque chose de vieux quand il y a encore 90% de la population qui est vivante. Donc on a quand même encore une bonne représentation de la population qu'on étudie. Et donc pour les souris qu'on étudie, 90%, c'est à peu près 22-23 mois. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça, jeunes et vieux. Et donc on a des souris femelles en rose et mâles en bleu. Je sais que ça a l'air sexiste comme choix de couleur, mais au moins je sais que tout le monde peut être immédiatement, en voyant les figures, savoir ce qu'on regarde. Et donc on peut récupérer ces macrophages depuis le lavage péritonéal. C'est post-mortem, je veux dire ça de façon claire. Et ensuite, on peut utiliser ces données à haut débit pour regarder comment le vieillissement change le profil de ces cellules en fonction du sexe des animaux. Et donc, ce que je vais présenter un peu plus, c'est des données qu'on a qui s'appellent donc RNSX, c'est de la transcriptomique, où on regarde le niveau d'expression de tous les gènes dans le génome pour comprendre qu'est-ce qui va se passer fonctionnellement. Et donc, quand on fait cette caractérisation transcriptomique, les données qu'on va avoir, ça va être 20 échantillons, 15 000 gènes, 20 000 gènes, très haut débit. Je défie quiconque dans cette salle ou hors de cette salle d'être capable de regarder un tableau de cette taille et de faire des conclusions, quelles que ce soit. Et donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on essaye de projeter ces données dans un espace en 2 dimensions, parce que quand c'est en 2 dimensions, les humains, ils sont très bons à voir des patterns dans des espaces à 2 dimensions. Et donc, c'est ce qu'on fait là. Chacun de ces points correspond à une souris initiale. Et ce qu'on cherche dans ce type d'analyse, qui s'appelle une MDS, c'est de voir la distance entre les points et notre capacité à séparer ces points. Et ce que vous pouvez voir avec les espèces d'ellipses que j'ai mis, c'est qu'on peut séparer les données qui viennent des mâles et les données qui viennent des femelles de façon très claire. On peut mettre une droite ici sans problème. Mais que quand on essaye de séparer les données qui viennent des animaux jeunes et des animaux vieux, vous pouvez essayer, ouais, on y arrive un peu, c'est pas super droit. Et puis là, vous voyez, il y a une jeune femelle qui se cache derrière les 2 autres femelles là. Donc, d'un point de vue global, on voit que la différence entre ces cellules immunitaires, ces macrophages péritonéaux, c'est majoritairement des différences hommes-femmes, enfin femelles-mâles, mais pas des différences jeunes-vieux. Et donc, on peut regarder ça de façon un peu plus poussée, où pour chacun des gènes qu'on détecte, on peut regarder le taux de changement de l'expression avec le vieillissement. Et donc, je sais que ça a l'air compliqué, mais restez avec moi. Sur l'axe des abscisses, ici, on regarde au taux de change de l'expression chez les cellules femelles avec le vieillissement. Et sur l'axe des ordonnées, ici, on regarde au taux de changement de l'expression génique au cours du vieillissement chez les macrophages mâles. Et l'idée, c'est que si ça vieillit de la même façon, on devrait tout avoir dans la première bissectrice. On devrait avoir une corrélation très bonne. Je sais pas à quel point vous pouvez bien voir ce qui se passe, mais je suis sûre que vous serez convaincus que ça a l'air d'être un peu aléatoire et pas vraiment tout sur cette première bissectrice. Et donc, ça veut dire qu'on a une différence dans ce qui se passe au niveau du changement avec le vieillissement chez les 2 sexes. Et donc, on peut identifier des marqueurs qui sont spécifiquement changés dans le vieillissement des cellules mâles ou spécifiquement changés dans le vieillissement des cellules femelles. Et donc, c'est un effet du sexe très important. C'est beau d'avoir beaucoup de gènes qui changent, c'est mieux si on comprend ce qu'ils font. On peut faire des analyses très complexes. La seule chose que je veux vous montrer ici, c'est ça, où on voit que chez les macrophages femelles, si c'est bleu, c'est down régulé, si c'est rouge, c'est up régulé. Vous pouvez voir qu'on a une grosse down régulation. Le diamètre, c'est la force du signal. On a une grosse down régulation de cette fonction qui s'appelle la phagocytose chez les femelles. Et chez les mâles, ça a l'air d'être rouge, ça a l'air d'augmenter avec le vieillissement. Alors, qu'est-ce que c'est la phagocytose? C'est la capacité de ces cellules à manger des pathogènes, des cellules qui sont mortes. Donc, c'est un peu une fonction de nettoyage qui est nécessaire pour la réponse immunitaire, mais aussi juste
quand vous avez des cellules qui meurent, il faut les enlever, parce que sinon ça va créer des signaux inflammatoires. Donc la manière dont on mesure ça, c'est qu'on donne de la nourriture fluorescente à nos macrophages, et on essaye de les attraper à ce stade pour voir s'ils ont réussi à internaliser ce cargo, pour regarder la capacité de phagocytose. Et donc, ça nous donne des jolies images fluorescentes. Vous pouvez voir ici des petits macrophages de souris. En bleu, c'est le noyau, et vous pouvez voir ces points verts ici, c'est ce cargo qu'elles ont réussi à internaliser. Et donc, on peut mesurer ça de façon quantitative. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde avec les femelles, les macrophages femelles avec le vieillissement, on a une diminution de cette capacité de phagocytose. Mais si on regarde chez les mâles, non seulement il n'y a pas de diminution, mais il y a peut-être même une tendance non significative pour que ça augmente. Donc on a un défaut de phagocytose qui est quelque chose de très important pour la réponse immunitaire, qui est spécifique aux femelles. Alors, quels pourraient être les facteurs qui amènent à ça? Je vous ai parlé de la ménopause chez les humains. Les souris n'ont pas de ménopause. Elles ont un équivalent qui s'appelle l'œstropause. Et alors là, vous allez dire, mais elle nous fait de la sémantique. C'est pas que de la sémantique. Le profil hormonal n'est pas exactement le même. Les femmes avec la ménopause ont une diminution des taux d'œstrogène de 300 fois. Avec l'œstropause, c'est 30 fois. 30 fois, c'est quand même pas bien, mais c'est quand même mieux que 300. Donc, c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles ça ne s'appelle pas de la même façon. Mais puisqu'il y a quand même une baisse des œstrogènes, je vais vous sauter ça, mais donc on pense peut-être ça pourrait expliquer ce défaut que l'on voit. Et donc on a fait deux choses pour essayer de comprendre si oui, la perte de ces œstrogènes pouvait créer ces problèmes qu'on a vus, au moins au niveau de la phagocytose. Et donc ce qu'on peut faire, c'est en partenariat avec des vétérinaires, on prend des souris et soit elles ont une opération mais on ne fait rien, soit elles ont une opération où on leur enlève les ovaires. Et donc ça va simuler un milieu hormonal similaire à l'œstropause, où il n'y a plus d'œstrogène. Et donc, on peut regarder les macrophages de ces souris pour voir si on a récapitulé le vieillissement. Et donc, ça, c'est aussi les données transcriptomiques similaires à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Chaque point, c'est une souris. Le violet, c'est les souris qui sont ovariectomisées. Le rose, c'est les souris contrôle. Vous pouvez voir qu'elles sont très différentes. On peut les séparer sans aucun problème dans cet espace en 2D. Et quand on regarde la capacité à manger ce substrat fluorescent, vous pouvez voir que les macrophages qui viennent des souris sans ovaires sont moins capables de manger ce substrat fluorescent. Donc on a réussi à récapituler le défaut lié à l'âge. Alors c'est bien de casser les choses, c'est très facile de casser les choses, c'est moins facile de les réparer. Et donc une chose qu'on a décidé de faire, c'est de voir est-ce que on peut empêcher ce défaut d'apparaître en donnant une thérapie hormonale substitutive à nos souris. Les souris, leur œstropause commence à peu près à 10 mois. Et donc, on a pris des souris de 10 mois et on les a randomisées sur le placebo ou une thérapie œstrogénique substitutive. Et on a attendu qu'elles aient 20 mois. On a fait la transcriptomique. Alors là, si vous regardez ce qui se passe, à nouveau, les roses, là, c'est les jeunes. Là, en rose foncé, on a les vieilles contrôles, donc on les sépare facilement. Et ensuite, dans cette couleur que je ne sais pas trop décrire, peut-être bordeaux, on a les souris qui ont reçu la thérapie hormonale substitutive, et vous pouvez voir qu'elles ont l'air d'être à peu près au milieu entre nos contrôles et nos vieilles souris. Et quand on regarde d'un point de vue fonctionnel sur la capacité de phagocytose de ces macrophages, vous pouvez voir que, comme avant, c'est bien, on reproduit nos propres résultats, on est toujours soulagé quand ça arrive. On a cette baisse de phagocytose avec le vieillissement chez les femelles, mais nos femelles qui ont reçu la thérapie hormonale substitutive à long terme, elles n'ont plus cette baisse, il n'y a plus aucune différence entre ces deux-là. Donc, avec la thérapie hormonale substitutive ici, on peut complètement corriger ce défaut de phagocytose. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu si on n'avait pas regardé les femelles, comme la plupart des gens le font. Et ça peut nous donner des idées sur améliorer, d'un point de vue spécifique au sexe, des problèmes liés au vieillissement.
Donc pour cette partie, on voit que le vieillissement de ce type immunitaire, les macrophages, chez la souris, vieillissent de façon spécifique au sexe, que la perte des oestrogènes avec l'âge peut causer certains aspects de déclin dans ces cellules, et que peut-être qu'on peut effacer certains de ces effets. Je vous ai montré la thérapie hormonale substitutive. On fait aussi des manips de transplantation pour voir si on peut faire ça. Mais donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on connaît de la biologie, des différences biologiques entre les femelles et les mâles pour effacer ces données, ces problèmes spécifiques aux femelles. Voilà, alors ça, c'était la première vignette que je voulais vous présenter. Et puis la deuxième, je pense qui va aussi peut-être même être plus accessible. C'est le travail qui a été mené par une postdoctorante dans le labo, Dr Minou Kim, où on a vu qu'il y avait peut-être un rôle du microbiome dans la régulation du vieillissement ovarien. Alors, le microbiome, ça commence à être un peu en vogue avec les suppléments probiotiques, etc. Mais pendant très longtemps, c'était un peu l'idée de cet organe oublié. Il y a des milliards de micro-organismes qui vivent sur la surface des hôtes. Chez l'humain, il y a 30 000 milliards, on estime 30 000 milliards de micro-organismes qui vivent sur nous. C'est à peu près le même nombre de cellules humaines qu'on a de microbes sur nous. Donc, vous pensez que vous êtes juste humain, mais vous baladez la même quantité de microbes sur vous que de vos cellules à vous. Donc, c'est quand même important. Ça comprend des espèces qu'on dit commensales, donc elles sont là, elles ne nous embêtent pas, mais elles ne nous aident pas. Des espèces symbiotiques qui nous aident, et puis bien sûr aussi des espèces pathogéniques. Et quand vous prenez des antibiotiques ou quand vous êtes malade, les balances entre ces trois types va varier. Et donc on en a un peu partout de ces microbes. On en a à la bouche, on en a sur la peau, on en a dans les intestins ou dans le système urogénital. Et donc ces différentes flores sont distinctes, et celle qui est la mieux étudiée pour le moment, c'est la flore intestinale. Et donc on sait, et là c'est là où ça va peut-être surprendre quelques personnes, on sait que cette flore est nécessaire à la bonne santé. Donc c'est non seulement pas néfaste, mais en fait ça nous aide. Pour vous donner une idée, il y a des données qui ont montré que quand on prend des souris et qu'on les élève dans un milieu complètement stérile, sans aucun microbe, on appelle ça des souris germ-free, elles ne développent pas leurs ovaires de façon correcte. Leur réserve ovarienne est compromise, elles vont avoir du mal à tomber enceinte, elles vont avoir du mal à maintenir une lactation. Donc il va y avoir des problèmes majeurs. Mais c'était à peu près tout ce qu'on savait avant qu'on commence cette étude. Donc, je vais sauter ça. Ce qu'on a décidé de faire pour essayer de voir si ce microbiote pouvait aussi influencer la fonction ovarienne chez l'adulte, on s'est dit, à chaque fois que les gens ont regardé le microbiote issu des animaux âgés, il était néfaste, ce microbiote. Donc, on s'est dit, si on a raison, on va prendre un microbiote vieux, post-stropose, et on va prendre un microbiote jeune, on va prendre des souris jeunes, on va effacer leur microbiote en leur donnant 2 semaines d'antibiotiques, et ensuite on va transplanter soit un microbiote jeune, soit un microbiote vieux dans ces souris jeunes. Et on fait ça pendant 3 semaines, et ensuite on peut regarder leur fonction ovarienne. Et donc nous, ce à quoi on s'attendait, ce soit que ces souris qui reçoivent ce microbiote vieux allaient avoir des problèmes reproductifs. Spoiler alert, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? La première chose qu'on a faite, c'est à nouveau, je vous ai dit, on aime beaucoup les données non biaisées à l'échelle moléculaire. Donc, on a fait une caractérisation transcriptomique de leurs ovaires. Et donc, maintenant, vous êtes tous des experts sur savoir lire une MDS. Vous pouvez voir immédiatement que les souris qui ont reçu le vieux microbiote contre les souris qui ont reçu le jeune microbiote, leurs ovaires, elles n'ont pas du tout l'air pareil. Et c'est juste 3 semaines de greffe de microbiote. Alors, ok, c'est différent, mais qu'est-ce que ça fait? C'est différent comment? Si on regarde, on a vu beaucoup de choses, mais quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut regarder l'expression d'une famille de molécules qui s'appelle des cytokines. Les cytokines, c'est des médiateurs qui vont ou activer le système immunitaire ou le réprimer. Donc ça peut être pro-inflammatoire, anti-inflammatoire.
Et en fait, ce qu'on voit ici, quand c'est rouge, c'est haut, quand c'est bleu, c'est bas. Vous pouvez voir que les souris qui ont reçu le microbiote âgé, elles ont moins de cytokines pro-inflammatoires dans l'ovaire et elles ont plus de cytokines anti-inflammatoires. Donc l'inflammation est diminuée. Et on peut voir ça visuellement en mesurant une de ces cytokines qui s'appelle IL-6. Tout ce que vous voyez en marron ici, c'est cette cytokine. Et vous pouvez voir qu'on voit beaucoup de marron. C'est une ovaire de la souris qui a reçu le microbiote jeune. Ça, c'est celle qui a reçu le microbiote vieux. Il y a beaucoup moins de marron. Et donc, quand on quantifie ça, on voit que le niveau inflammatoire de ces ovaires est réduit. Donc ça, c'est quand même assez bizarre. Et je dois vous dire que quand Minhu est venu dans mon bureau pour me montrer les résultats, j'ai fait non, non, t'as mélangé tes labels, c'est pas possible. Mais on l'a refait plusieurs fois et on voit toujours la même chose. Donc, on a ça, on voit qu'il y a des différences d'inflammation, des différences d'expression génique. Qu'est-ce que ça veut dire sur la fonction de l'ovaire? On peut compter le nombre de follicules qui ont ces ovocytes pour voir quel va être le potentiel reproductif total de ces souris. Et quand on compte tous ces follicules, donc ça, c'est les souris qui ont reçu le microbiote jeune, les souris qui ont reçu le microbiote vieux, vous pouvez voir qu'on a une augmentation de cette réserve ovarienne pour les souris qui ont reçu ce vieux microbiote. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'index de santé ovarienne, le Ovarian Health Index. Puisque les souris étaient déjà jeunes, on est proche de 100%, mais vous pouvez quand même voir qu'on a une augmentation dans ce cas-là quand elles ont reçu ce vieux microbiote. C'est beau d'avoir plus de réserves, c'est mieux si on a des effets sur la fertilité pour vraiment montrer que ce qu'on a fait, c'est améliorer la santé de l'ovaire. On peut regarder le nombre de souriceaux que les souris ont fait après une litière. Et vous pouvez voir qu'il y a une tendance pour une plus grande quantité de souriceaux chez les souris qui ont reçu le microbiote âgé. Et quand on regarde, ça c'est le temps pour que les souris soient enceintes après qu'on ait mis un mâle dans la cage. Et donc vous pouvez voir qu'en orange, elles sont toutes enceintes avant que les souris qui ont reçu le microbiote jaune le soient. Et donc, c'est clair que, et d'un point de vue de réserve, et d'un point de vue de fertilité, on a eu une claire augmentation. Et donc, on a cette hypothèse où on pense que c'est compensatoire, parce qu'il y a cette communication entre le microbiote et l'ovaire, et que chez la vieille souris, où l'ovaire ne fonctionne plus, le microbiote essaye d'avoir une réponse de l'ovaire, donc va envoyer des signaux pour essayer d'augmenter la fonction ovarienne. Mais l'ovaire ne peut plus répondre, donc il ne se passe rien. Mais si on prend ce microbiote et qu'on le met chez une souris jeune qui est encore capable de répondre, ça va stimuler la fonction ovarienne de façon importante. Et donc, on a fait d'autres données moléculaires qui nous font penser que c'est relié au métabolisme de deux voies, le NAD et la vitamine K. Et donc, c'est quelque chose qu'on pense qu'il y a beaucoup de promesses, parce que si on comprend exactement quelles sont les espèces qui médisent ce que nous avons vu, on pourrait imaginer un traitement probiotique avec ces espèces pour améliorer la santé des ovaires et repousser l'âge à la ménopause. Donc, j'espère qu'avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai convaincu de l'importance de tenir en compte le sexe des animaux, des humains, pour comprendre la biologie, pour améliorer la médecine. Il y a vraiment cette tendance depuis les 10 dernières années de parler de médecine de précision, de médecine personnalisée, où tout le monde vous dit on va séquencer les génomes et en fonction de si vous avez ce variant ou ce variant, on va vous donner ce médicament ou ce médicament. Mais moi, je voudrais dire qu'on peut commencer beaucoup plus simple, avec quelque chose où on n'a pas besoin de séquencer les gens pour savoir, et d'essayer d'adapter le traitement, la prise en charge, les médicaments, en fonction de si on a affaire à des femelles, à des mâles, à des hommes, à des femmes. C'est quelque chose qui qui nécessiterait beaucoup moins de technologie, mais où on pourrait tout de suite avoir des effets énormes sur la moitié de la population de la Terre. Et donc avec ça, je veux remercier les gens qui ont fait le travail. Je les ai mentionnés, Ryan et Sky sur l'histoire des macrophages, Minhu sur l'histoire de l'ovaire. Bien sûr, nos sources de financement, le GCRLE et Revolution, parce que sans les sous, on ne pourrait pas faire ces études. Et je
je suis contente. Non, je peux prendre des questions. Merci. Merci Bérénice. On dirait pas que ça fait 15 ans que tu n'as pas fait de présentation. Tu n'as pas vu tout le franglais que si vous avez des questions en ligne, mettez-les ou levez la main et puis on peut ouvrir le microphone? Ouais. En attendant, on va faire passer le microphone. C'est un peu bizarre, mais ouais. C'est vrai, y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est pas mon sujet. Je trouve ça super intéressant. Moi, je travaille chez l'humain, puis la tolérance à la chaleur. Donc, les données épidémiologiques montrent qu'il y a une inversion complète. Là. Les jeunes hommes sont plus à risque de mortalité à la chaleur, et plus on avance en âge, plus c'est les femmes qui sont au risque de mortalité. Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est comportemental? On ne le sait pas. Donc, dans mes travaux, je le fais. Ça fait 1 an que je suis jeune chercheur, donc j'attends mes réponses de financement, mais la réalité, c'est que j'ai vraiment des grandes difficultés en termes de puissance statistique, parce que pour aller regarder l'effet non seulement de l'âge et du sexe et l'interaction, ça me prend des N impressionnants. Fait. Première question par rapport à ça, puis deuxièmement, quels conseils vous avez pour jeunes chercheurs qui essayent justement de creuser dans cette piste-là, mais chez l'humain, des embûches que je pourrais essayer d'éviter par la suite. Là. Désolé, c'est une question qui est large, mais c'est pas par rapport à la présentation. Non, bien sûr, bien sûr. Ça va probablement avoir l'air d'être une réponse, j'ai envie de dire, pas insensitive. Mais en gros, ce que je dis à mes étudiants quand ils me disent « Ah, c'est beaucoup trop de souris, je ne sais pas comment je vais faire », ce que je leur dis, c'est que si ça vaut le coup de faire quelque chose, ça vaut le coup de le faire bien. Et que c'est mieux de faire moins d'expériences, peut-être tester moins de choses, mais de les tester avec le pouvoir correct et à nouveau, femelle-mâle. C'est pas, voilà, c'est avec une quantité d'argent limitée, je comprends la question. Mais le problème du pragmatisme de j'ai pas assez d'argent, je vais juste regarder un sexe, ça nous amène à une situation complètement inacceptable, à mon avis, où on a complètement ignoré la santé de la moitié de la planète. Donc, je suis désolée que ce n'est pas une meilleure réponse de ce point de vue-là. D'un point de vue jeune chercheur qui démarre les choses, surtout chez l'humain, j'avais cette discussion ce matin. Quand on regarde les données de cohorte qui sont rassemblées, donc il y a plusieurs études longitudinales du vieillissement aux États-Unis. J'ai vu que vous en avez une aussi ici, en partie à Sherbrooke. La HRS, la BLSA aux États-Unis. J'en ai parlé avec les gens qui travaillent. Ils ne mesurent pas l'âge à la ménopause. Ils ne le tiennent pas en compte. Ils ne le mettent pas dans leur dossier. Et donc après, on voit qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans le vieillissement. On ne sait pas d'où ça vient. Ça pourrait être la ménopause, ça pourrait ne pas l'être. Mais si on veut pouvoir à nouveau avoir des thérapies adaptées, il faut vraiment avoir une idée de ces événements importants. J'ai mentionné les différences hommes-femmes sur les cytochromes P450, etc. On sait que pré- et post-ménopause, il y a aussi des grosses différences sur le métabolisme des médicaments. Et donc, on pourrait aller même un poil plus loin, pas juste les différences hommes-femmes, mais aussi adapter les thérapies pré-post-ménopause. Ça aurait aussi un impact important. Donc, pour quelqu'un qui commence dans ce domaine, côté humain, je dirais, n'ignorez pas la ménopause. Va m'aider à designer mon étude. Dans ce cas-là, est-ce que je suis mieux? Parce que dans ce domaine-là, il n'y a vraiment rien pour l'instant qu'à regarder interaction, âge. C'est parfait. Vous avez tellement de possibilités qu'il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Dans ce cas-là, pour éviter une erreur, est-ce que je suis mieux de prendre tout le monde post-ménopause, puis sans hormonothérapie ou parce que l'âge à la ménopause lui-même est important. Ouais, et donc, c'est-à-dire que si vous prenez tout le monde ménopause, mais qu'il y en a qui ont été ménopausés depuis 2 ans et d'autres qui ont été ménopausés depuis 15 ans, vous allez avoir d'autres problèmes. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est juste le mettre comme covariable dans vos analyses, parce que ce n'est pas forcément possible d'avoir une couverture suffisante à tous les âges. Mais si c'est une covariable dans les analyses, on peut au moins voir si c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte ou pas. On va prendre la question en ligne d'abord. Est-ce que vous pouvez réécrire le microphone pour poser la question, sinon on le met dans le chat? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Si on a un problème technique, je vais passer le microphone. Ça marche pas? Écrire la question dans le chat, s'il vous plaît, et on revient à vous après. Okay. Allô, merci beaucoup pour la présentation. Ruth Ndiaboué, je fais nouvellement dans le vieillissement, mais psychologue et épidémiologiste de formation. Moi, c'est pendant mon postdoc, j'ai eu le premier choc de voir pas en profondeur qu'est-ce que vous avez
présenté, mais au moins cette idée de les femmes ont été oubliées dans la recherche, notamment avec la ceinture de sécurité. Donc, je pense que ça devrait intéresser tout le monde parce que la femme soit la personne qui est chauffeur, là, ça ne va pas donner la même affaire. Mais moi, j'ai une question que je me pose de façon plus large aussi et qui pourrait informer la suite des travaux, incluant les miens, qui veulent tenir compte du sexe. Et c'est une question qui me revient souvent dans les comités EDI où j'ai participé, c'est que naïvement, moi je ne suis pas biologiste, mais naïvement, je me dis que la race est intuitivement plus prédictible que le sexe. Admettons, moi, mon conjoint est de la même race que moi. Avant d'avoir l'enfant, je savais de quelle race il serait, mais je ne savais pas quel sexe c'était. Il fallait que j'attende le 5e mois. Mais la race, on n'en tient pas compte non plus. Donc, C'est aussi un très gros problème. Donc, moi, en tant que personne, en termes de médecine de précision ou dans plusieurs communautés, je ne sais pas finalement si c'est le sexe qui fait que j'ai une sous-sensibilité ou une plus-sensibilité. Donc, en lien avec le vieillissement, je me demande comment tenir compte du sexe, puis de l'âge. Mon collègue parlait de puissance, puis d'embarquer sur les différences ethno-raciales d'un point de vue C'est physiologique. une question très difficile. Ce que je peux vous dire d'un point de vue purement moléculaire, quand je vous parlais par exemple des cytochromes P450, les différences liées au sexe dans ces domaines-là sont plusieurs niveaux de magnitude plus grandes que les différences liées au groupe ethnique ou racial. Donc, pour tout ce qui est biologie moléculaire, ce qu'on dit, c'est que la culture cellulaire, elle n'a pas de couleur, on ne le voit pas. Et d'un point de vue moléculaire, on ne le voit pas à ce niveau-là. Bien sûr, ça peut se voir une fois qu'on stratifie le sexe. C'est un peu plus important, je crois, par rapport au niveau d'importance des effets. Le groupe ethnique et l'âge sont plus similaires, mais le sexe est beaucoup plus important. Le problème, c'est que quand on doit faire des priorités, c'est on sacrifie quelque chose. Je n'aime pas l'idée de devoir dire qu'on sacrifie quelque chose. Je pense que les groupes minoritaires ethniques ont aussi été ignorés. C'est aussi un gros problème. On sait que les risques de diabète ne sont pas les mêmes chez les différents groupes ethniques. On sait que les risques de cancer ne sont pas les mêmes. Et on traite tout le monde de la même façon. C'est vraiment cette idée que, au lieu de commencer à faire du séquençage à haut débit pour voir les variants génétiques, utiliser ce qu'on peut voir, ce serait déjà une augmentation énorme de la capacité à traiter les gens correctement. Mais je suis désolée pour la question du pouvoir, je peux aussi pas vous aider parce que si on veut tout faire bien, il faut juste augmenter tous les groupes et ça commence effectivement à devenir plus onéreux. La seule chose que je peux dire, et je sais qu'il n'y a personne dans cette salle qui puisse faire quoi que ce soit, c'est qu'en général, quand il y a des coupes budgétaires, les premiers budgets qui trinquent, c'est les budgets de la science. Et la science, c'est un investissement sur la santé de la population. Et donc, s'il y a qui que ce soit dans cette salle qui peut faire quelque chose, augmenter les budgets de la science pour qu'on puisse faire les études correctement en prenant en compte tous les groupes qui ont des différences biologiques majeures, c'est ça qu'on a besoin de faire. Donc, oui. Juste pour prendre, c'est comme mon idée n'était pas de questionner vraiment qu'est-ce qui est plus grand que nous, mais c'était de savoir l'application de ces résultats. Est-ce que je prends pour acquis que ça a tenu en compte les différences, je ne sais pas comment ça peut se mesurer chez des rats, par exemple. Est-ce que je prends en compte, ou bien il y a le même biais qu'on voit dans le sexe des hommes peut aussi se poser là, c'est peut-être plus Alors, ça. une grande partie des études précliniques sont faites chez une souche de souris, donc il y a bien sûr une limitation de ce point de vue-là. Mais les données de ce dont j'ai parlé de ITP sont faites sur une population génétiquement hétérogène et la quantité de variation génétique dans cette population qui s'appelle la population UMF3 est similaire à la quantité de variation génétique à l'intérieur de l'espèce humaine. Donc, il y a des études qui sont faites sur ces modèles et donc, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vraiment aimé parce que j'étais là hier, puis là, c'était quand même très différent.
J'ai beaucoup aimé l'introduction, puis tu sais, avec le côté un peu comme la rage féminine de comme pourquoi est-ce que ça change pas, en fait, puis je l'ai entièrement, c'est partagé. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le côté, le lien avec le microbiome, et je me demandais, ça va être quoi tes prochaines expériences en lien avec ce projet-là? C'est quoi les perspectives? Est-ce que le but, c'est de faire des médicaments pour aider les femmes qui ont des problèmes de fertilité ou autres? Et j'ai aussi une petite question juste de curiosité. Parce que là, on voit vraiment comme femme, homme, fait que tu sais, c'est comme XXXY. Il y a aussi, tu sais, il y a comme les personnes intersexes qui ont, tu sais, XX, mais avec un phénotype masculin. Est-ce que c'est aussi de quoi que vous avez déjà exploré ou vous pensez explorer? Ok, alors la première question, pour ce projet-là, je vous ai dit, on a eu le résultat exactement opposé à ce à quoi on s'attendait. Et donc, on a amélioré la fertilité de souris de 4 mois. Donc, en gros, on a amélioré la fertilité d'humains de 20 ans, ce qui, en général, n'est pas un gros problème de santé publique. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est vraiment d'étendre et répéter ces résultats chez des souris qui sont pré-œstroposales, donc vers 9 mois d'âge, où ce serait plus similaire à des femmes de 40-45 ans. Parce que si on peut améliorer la santé ovarienne à cet âge-là, les conséquences sur le vieillissement, je vous ai dit, on ajoute 1 an pour la ménopause, on réduit de quasiment 50% le risque de maladies chroniques à long terme, de longue durée. Donc, c'est ça, l'idée, c'est de voir, OK, on a fait ça chez les très jeunes, est-ce que ça marcherait aussi chez les souris plus âgées? Et aussi, puisque chez les humains, c'est pas comme si j'allais dire, enfin, les transferts de flore, c'est fait à partir de matériel fécal. Je pense pas qu'on ait trop envie de faire ça pour les humains. En tout cas, moi, j'ai pas du tout envie. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir identifier les microbes spécifiques qui font ces effets pro-santé ovarienne, parce que une gélule de probiotiques, c'est quelque chose qui est très accessible et qui pourrait être fait. Donc, c'est un peu le but. Si on peut voir les mêmes effets chez des souris qui sont plus proches de la sénescence reproductive, identifier les espèces et puis ensuite valider ça chez l'humain, voir si on peut utiliser ça. La deuxième question, personnes intersexes, aussi personnes transgenres, auxquelles j'ai envie de dire, les femmes sont ignorées. On a aussi dit les groupes ethniques minoritaires sont ignorés. Ne parlons même pas des personnes intersexes et transgenres en médecine. Il n'y a rien qui est fait. Et quand on sait qu'il y a des effets des hormones et des effets des chromosomes sexuels, et que ces effets ne sont pas additifs et linéaires, c'est quasiment impossible de prédire ce qui va se passer. Et donc ça, c'est aussi un effort qu'il faut qu'il ait lieu, mais malheureusement, pour le moment, il n'existe pas. Je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc là, je suis sur le front de la santé de la femme, mais je suis d'accord qu'il faut qu'on ait des gens sur ces autres fronts pour faire comprendre leur importance pour la santé publique. Je vais rebondir dessus en te demandant, est-ce que ça a été montré qu'une personne qui a transitionné de mâle à femme a une espérance de vie qui a augmenté ou pas, par exemple? Non, toutes les personnes transgenres ont des espérances de vie diminuées, mais ça n'a rien à voir avec la biologie. C'est qu'en général, ils sont plus sujets aux crimes, hate crimes, qu'il y a aussi en général, à cause des problèmes par rapport au suivi de santé, parce qu'ils sont exclus de leur famille, etc. En général, il y a des problèmes qui sont plus sociétaux que biologiques. Et donc, chez les humains, les personnes transgenres n'ont pas une durée de vie très longue par rapport aux personnes cisgenres, mais je ne pense pas que ce soit de la biologie. Merci beaucoup pour votre talk, c'était super intéressant. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez par rapport, par exemple, au comment les études, enfin, les essais cliniques sont pas du tout portés pour la santé des femmes, etc. Notamment, un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que par exemple, il y a des moments aussi pour le corps pour prendre des médicaments, notamment, genre, comme vous disiez, il y a quand on parle de vieillissement, donc c'est quelque chose qui est large dans le temps, mais il y a aussi des cycles plus courts dans le temps, comme par exemple les rythmes circadiens qui influent aussi. Est-ce que vous pensez que ça aussi, enfin, quel serait votre point sur ça Je suis complètement d'accord. Le système immunitaire est extrêmement circadien. Pour revenir encore à ces cytochromes P450, leur expression est circadienne aussi.
Et c'est d'ailleurs en partie, alors pas forcément parce qu'on comprend le mécanisme, mais aussi à cause d'essais cliniques, c'est en partie pour les raisons pour lesquelles on vous dit, bon, ce médicament, il faut le prendre le soir, ou ce médicament, il faut prendre le matin. On ne le fait pas aussi souvent qu'on sait que ce serait utile, parce que des fois, on préfère juste savoir que la personne va prendre le médicament, même si ce n'est pas le moment optimal. Pour d'autres choses qui sont moins chroniques, comme la prise vaccinale, je pense que ce serait très important de prendre ça en compte, parce qu'à nouveau, avec ce qu'on sait du système immunitaire, ce serait probablement le mieux de le faire le matin quand on se réveille. Sauf que ça ne va pas toujours être possible de se précipiter chez le docteur pour aller faire un vaccin à cette heure-là. Et quand on parle des cycles hormonaux, chez la femme qui n'est pas sous contraception hormonale, on sait que l'immunité est maximale au moment juste après les règles. Et c'est pas comme si je peux le dire en tant que femme, on m'a jamais dit faites votre vaccin le premier jour après vos règles. On me l'a jamais dit. Mais ça aurait probablement une meilleure réaction, une meilleure immunisation. Mais à nouveau, voilà, c'est des choses où il y a tellement de problèmes que les gens prennent leur vaccin. Si en plus on doit leur dire regardez quand est le premier jour de vos règles, ça va être difficile. Donc je suis d'accord, il y a beaucoup d'optimisation qu'on peut faire, et chez les patients qui sont réceptifs à cette optimisation, on pourrait le faire, mais on a déjà beaucoup de problèmes sur juste... Enfin, je ne sais pas si au Canada, vous avez le même problème qu'aux États-Unis, mais là, en ce moment, on a un rejet massif des vaccins, donc commencer à ajouter des contraintes serait probablement pas une bonne idée d'un point de vue de santé publique. Merci pour votre présentation. Je veux vous remercier pour la qualité de votre travail, mais aussi pour les avancées que vous permettez à l'ensemble de la société de faire. Il faut continuer. Ça nous prend des chercheuses comme vous dévouées. La question que j'ai, vous avez de façon très... En fait, je suis du domaine des neurosciences et de la douleur. Et en douleur, on voit des différences aussi entre les hommes et les femmes. On explique ces différences-là souvent par le bio, mais aussi par le psycho et le social. Dans votre présentation, vous avez illustré de façon très élégante le rôle du bio et des hormones, mais j'ai envie de vous entendre un peu peut-être sur, je suis conscient que c'est difficile de regarder le social chez des souris peut-être, là, mais peut-être l'impact de ces autres facteurs psychosociaux culturels sur ces différences-là qu'on peut observer. Très bonne question. Chez préclinique, il y a des essais qui sont faits pas par mon labo où on regarde le côté de l'isolation, parce que le côté social est très important. On sait que chez les humains, avoir une vie sociale très intégrée, avec des amis, des activités, ça garantit un vieillissement cognitif plus lent, une durée de vie plus longue. Et de façon complètement anecdotale, des fois, quand les souris se battent, on est obligé de les séparer. Et en général, les souris qu'on a séparées ont tendance à mourir avant les souris qui sont encore en groupe. Donc, il y a probablement cet effet de façon anecdotale. Une autre chose que je veux dire, et à nouveau, je veux dire, on ne peut pas se battre sur tous les fronts, et ça, je suis en train d'essayer d'obtenir des financements pour regarder. Tout ce que je vous ai montré chez la souris, c'est des animaux qui sont séparés. Donc, les femelles n'ont pas vu de mâle depuis qu'elles ont été sevrées. Jamais été enceinte, voilà. On a commencé à faire des études pour voir si avoir été enceinte pour les souris va changer la trajectoire du vieillissement. Pour l'instant, on a des données très préliminaires, mais c'est très clair. Donc, il y a aussi tout ça qu'on ignore, parce que la plupart des femmes ne sont pas des nonnes qui n'ont jamais vu d'homme depuis qu'elles sont pubères. Donc, il y a probablement des choses qui manquent là. Du côté... Et bien sûr, ce n'est pas une attaque, je vais mettre ça très clair. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup du discours sur la douleur, etc., qui est un discours plus, j'ai envie de dire, pas imaginer, mais en gros, une femme qui dit qu'elle a mal, on sait que c'est plus ignoré. Dans le milieu hospitalier, une femme qui dit qu'elle a mal et qui demande un traitement pour la douleur, on lui dira plus souvent non qu'un homme qui dit qu'il a mal et qui voudrait un traitement pour la douleur. Donc, je pense qu'en partie, c'est pas nécessairement juste que les femmes ont moins mal, c'est qu'on ignore plus la douleur des femmes, et que, ça je peux vous dire ça d'expérience, que on va nous dire qu'on est hystérique, que c'est dans notre tête, et ça, on va jamais dire ça à un homme qui se plaint. Donc, il y a aussi un problème sociétal là, qui n'est pas forcément... voilà. Mais
c'est aussi un problème j'ai envie de dire, de formation. On a besoin de former les médecins, les infirmières, les infirmiers. On a besoin de les former à arrêter d'avoir ces biais. C'est aussi quelque chose, on parlait des minorités. Les traitements antidouleurs sont aussi, au moins aux États-Unis, quand il y a une personne noire qui se plaint de douleur, c'est moins fréquent que cette personne aura des médicaments antidouleurs qu'une personne avec les mêmes symptômes blanches. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est vraiment la formation et essayer d'avoir des critères complètement objectifs au lieu de décider de je pense que celle-là, elle fait semblant et je pense que celle-là, elle fait pas semblant. Mais ouais. On va prendre une dernière question en ligne. Je ne sais pas si on peut ouvrir son microphone. Est-ce que vous m'entendez? Paul, vas-y, on t'écoute. Ah, ok, super. Ça marchait pas tant. Ça marche pas? Vous m'entendez? Alors, attends, Non? on voit. Mais peut-être la lire s'ils ont pas fait. Attends 2 secondes, on va regarder. Au revoir. Veux-tu essayer, Paul? Est-ce que vous On te m'entendez? voit, mais on t'entend Mais pas. vous m'entendez pas. Ok. Non. Est-ce que tu peux marquer ta question dans le chat? J'ai pas Attends, accès attends. au chat. J'ouvrais juste en haut. Vas-y, Paul. Est-ce que Essaye vous de parler? m'entendez? Non, ça marche pas. Allez. Pendant que Paul t'écrit ta question, on va passer le. J'ai pas accès au chat. Ça y est, c'est bon. Oui, Paul, vas-y. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, oui. Ah, ok, bon. Mais c'est ça, j'ai pas accès au chat, fait que ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, merci pour la présentation. Du coup, j'avais 2 questions. La première, c'était est-ce que vous aviez comparé les microbiomes des souris qui ont reçu le FMT, donc les souris qui ont reçu le FMT jeune versus celui qui ont reçu le FMT vieux? C'est sûr qu'on s'entend que c'est le même microbiome qu'ils aient reçu, donc il ne devrait pas avoir de changement. Mais je me demande juste si entre l'interaction de l'hôte et le traitement reçu, il y aurait eu des modifications. Alors, on a 2 semaines d'antibiotiques, donc il n'y a plus aucun. L'hôte n'a plus de microbiote quand on commence les transferts. Et quand on regarde le microbiote après la greffe, après 3 semaines de greffe de microbiote, il y a encore des différences très claires. Donc les différences sont en partie maintenues quand on transfère, mais ce n'est pas exactement le même microbiote que celui qu'on a transféré. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de microbes dans la flore intestinale qui sont anaérobes, donc qui ne supportent pas l'oxygène atmosphérique. Et donc, quand on les prend et qu'on prépare le transfert, tout cela meurt. Donc, en gros, on sait qu'on aura toujours une perte d'une grande quantité de microbes, mais on sait qu'on a des différences qui existaient dans les donneurs qu'on rétablit chez les receveurs. Ok, mais du coup, chez le receveur, est-ce que les microbiomes sont similaires ou il y a quand même des différences? Non, ils sont encore très différents. Okay. Et quand je parlais du métabolisme du NAD et de la vitamine K, c'est à partir des microbiotes qui ont été transplantés en regardant le microbiote transplanté. Donc, est-ce que vous pensez que justement les différences dans les réponses peuvent être dues justement à ça aussi, ces changements au niveau de la réception? Oui, c'est justement, on pense que c'est les différences de signalisation de ces microbes vers l'hôte qui amènent à ces différences de fonction ovarienne. On pense que c'est direct, oui. OK. Puis la deuxième question, c'était au niveau de la cavité péritonéale. Donc, ma question, c'était les changements que vous avez observés au niveau des macrophages. Est-ce que vous pensez que ça peut être généralisé à d'autres organes ou ce serait vraiment spécifique à la cavité péritonéale? C'est une très bonne question. Première partie de la réponse, c'est que le fait qu'il y ait des différences du vieillissement lié au sexe, je peux vous dire que ce n'est pas du tout spécifique à la cavité péritonéale. On a regardé les macrophages du cerveau qui s'appellent la microglie. On a regardé les macrophages qui vivent dans la moelle osseuse. Et il y a des différences très claires de trajectoire de vieillissement entre les femelles et les mâles dans toutes les niches que l'on a regardées. Par contre, les voies spécifiques qui sont régulées différentiellement ne sont pas les mêmes dans toutes les niches. Donc, il y a des effets niches spécifiques. Je n'ai pas parlé de tout ce qu'on a vu sur les macrophages péritonéaux.
Mais par exemple, on a des problèmes spécifiques liés aux femelles qui sont indépendants des œstrogènes. Ces problèmes-là spécifiques, on ne les voit pas dans les autres niches. Donc, c'est pour sûr important de regarder dans les niches qui sont d'intérêt. Mais en partie, ce qu'on fait, là, c'est des preuves de principe plutôt que des effets, des études exhaustives. Mais oui, bien sûr, il y a quelques effets qui sont plus spécifiques, mais les grosses tendances sont conservées. Merci. Paul? Ouais, je me permets, merci. J'ai tellement aimé votre présentation, merci beaucoup. J'avais une question qui ressemblait beaucoup à celle que tu as posée sur la fertilité. Avec votre réponse, en plus, vous avez ajouté, on dirait encore plus à ma curiosité. Est-ce que ce serait pas intéressant, plutôt que d'aller s'intéresser aux gens qui sont plus autour de 40-45 ans humains, d'aller vers les problèmes de fertilité qui commencent à être vraiment nombreux chez, en âge plus habituel de procréer, disons entre 30 et 40 pour la majorité maintenant, là, je pense qu'on décale un peu l'âge où on commence à avoir des enfants. J'ai l'impression que le nombre de problèmes de fertilité augmente beaucoup. Puis je me dis, ce serait pas une intervention risquée d'aller prendre un probiotique ou quelque chose. Je pense que ça s'appliquerait assez facilement, puis rapidement, même dans une clientèle humaine dans les années à venir. Oui, alors après, quand je dis 40-45 ans, c'est parce que j'essaye vraiment d'essayer quand je parle de nos travaux, j'essaye d'expliquer qu'il faut, dans notre tête et d'un point de vue clinique, il faut commencer à dissocier la fonction ovarienne de la fertilité, puisque même une femme qui n'a jamais envie d'être enceinte a le droit de ne pas avoir Alzheimer quand elle est vieille. Donc, non, mais je sais que ce n'est pas ce que vous dites, oui. Mais ce que je veux expliquer, c'est que même en l'absence complète de problématiques de fertilité, perdre la fonction ovarienne, quand on dit que la ménopause, c'est à 51 ans, ça ne veut pas dire qu'on peut être enceinte à 50 ans. En général, les problèmes de fertilité sont bien avant. Mais les problèmes au niveau, tous les symptômes vasomoteurs, les bouffées de chaleur, le sommeil, etc., ça arrive au moment de la ménopause, ça n'arrive pas dans les 10 ans avant. Et donc, d'un point de vue de santé publique, mon intérêt, c'est d'essayer de limiter ça. Les problèmes qu'on a maintenant de fertilité plus jeune, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut gérer avec le microbiote. Après, peut-être, et ça peut être utile, mais un des problèmes, c'est qu'un follicule qui a un ovocyte avec des problèmes génétiques majeurs, c'est un follicule qui va quand même produire des œstrogènes. Donc, d'un point de vue de la santé à long terme, ce follicule, on veut le préserver parce qu'il va peut-être permettre une santé plus maintenue. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec le vieillissement, sachant que chez les humains, la réserve ovocytaire, elle est faite avant la naissance et on ne fabrique aucun nouvel ovocyte toute notre vie. On est né avec à peu près 400 000 et au moment de la ménopause, on les a tous détruits, mais en gros, on ne va pas en ovuler 400 000, on en ovule beaucoup moins que ça, parce qu'il y a des systèmes de contrôle qualité qui font que les ovocytes qui ont des problèmes génétiques sont éliminés au fur et à mesure. Et donc, ce qui est fait par des gens fantastiques comme Cara Goldman à Northwestern, c'est vraiment montrer que c'est ces problèmes génétiques qui s'accumulent et que ces problèmes de fertilité vers 30 ans sont plus des problèmes de, j'ai envie de dire, de fausse couche précoce, où il y a la capacité à avoir une fertilisation, mais l'embryon a des problèmes génétiques majeurs et donc cet embryon ne se développe jamais. Et donc ça a l'air de pas réussir à avoir une fertilisation, mais en fait, quand ces personnes font de la fertilisation in vitro, en général, on se rend compte qu'il y a un problème avec beaucoup d'embryons qui ont des problèmes génétiques. Ça, c'est une thématique complètement différente d'un point de vue des réponses qu'on peut y apporter. Bien sûr, il y a quelques problèmes de ménopause précoce qui peuvent expliquer, qui pourraient expliquer des sous-fertilités à 30 ans, mais la ménopause précoce, c'est un problème qui touche moins de 1% des femmes. Donc, à nouveau, c'est probablement pas la thématique principale. Je sais que ça ne répond pas complètement à votre question, mais j'espère que ça explique. Mais je réalise que je vivais un peu dans un monde idyllique où finalement, on allait régler les problèmes de fertilité un peu trop facilement. Vous aviez découvert quelque chose d'encore plus incroyable. Puis, je vous ramène à la réponse que vous avez donnée à Guillaume, où vous dites que vous avez vu des résultats marqués déjà chez les souris qui ont eu des enfants versus celles qui n'en ont pas eu. Vous ne nous avez pas donné les résultats parce que probablement, ce n'est pas publié et tout. Mais c'est pas du tout publié. On essaie d'obtenir des financements pour pouvoir faire des études longitudinales. Pour le moment, on a des données préliminaires où on a comparé
des souris qui se sont jamais reproduites contre des souris qui se sont reproduites de façon continue entre l'âge de 2 à 9 mois. Et ensuite, on les a regardées à 12 mois, qui correspond à nouveau à du 45-50 ans. Et quand on regarde, pour le moment, on a juste regardé 3 systèmes. On a regardé leur système immunitaire, les tissus métaboliques et le cerveau. Et ce qu'on voit, c'est que le système immunitaire, d'après ce qu'on voit, et à nouveau, c'est préliminaire, je veux que ce soit très clair, et c'est aussi de la souris, c'est pas de l'humain. Mais ce qu'on voit, c'est un rajeunissement du système immunitaire, un vieillissement accéléré des systèmes métaboliques, ce qui peut expliquer beaucoup de prise de poids, etc., diabète chez les femmes qui ont eu des grossesses. Et dans le cerveau, ça a l'air d'être spécifique aux régions. Et donc, on est encore très tôt dans ce travail. Il y a, je crois que ça a été publié la semaine dernière, des études qui ont été faites chez l'humain qui montrent qu'il y a des réorganisations massives des réseaux neuronaux après les grossesses et que ce ne sont pas les mêmes réorganisations qui sont observées après la première grossesse et après la deuxième grossesse. Donc, je suis sûre que c'est des choses qu'on va pouvoir vraiment disséquer et comprendre chez la souris, mais on est encore très tôt dans ces études. J'essaye de convaincre mes collègues dans les comités de spécialistes qu'il faut qu'ils investissent pour qu'on puisse faire ces recherches. J'espère que j'y arriverai. En tout cas, merci Bérénice. On va tous l'applaudir et la remercier pour sa présentation. Merci. Merci ceux en ligne d'être présents et on vous dit à la prochaine conférence qui va être quand, Catherine? Le 30 avril. Le 30 avril, souhait. 30 mars, excusez. 30 mars. 30 mars à midi. Merci beaucoup. Au revoir.